Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le fait du jour, c'est l'interview donnée par Paul Melun dans le Figaro. Je cite, la gauche a trouvé comme électorat de substitution les bobos et les jeunes de banlieue. Paul Melun qui vient de sortir un excellent livre, Libérer la gauche, la confession d'un enfant du peuple, publié aux éditions du Cerf. Paul Melun, bonjour. Bonjour cher Philippe, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous écrivez dans le prologue, c'est amusant, certains naissent avec un baptême, d'autres avec une particule. Pour ma part, j'ai grandi un idéal. Cet idéal, c'était la gauche. Oui, parce que j'y vois une forme. Alors, on n'entre pas en gauche comme on entre en religion. Ce serait un peu abusé, comme on dit aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait une forme de profond substrat culturel, d'aspect, voyez, quasiment affectif avec la gauche, aux prémices de. On entre vers la gauche par des symboles, par des totems, vous savez, c'était les enfants lorsqu'on lisait quand on était petit, Pif Gadget qui était avec l'Humanité Dimanche. Oui. Il y avait une histoire de Rahan. Et derrière ce personnage Rahan de BD, finalement, il y a beaucoup de la gauche. C'était une espèce d'héros viril. Votre premier héros de gauche, c'était Rahan. Alors là, j'ai été vraiment surpris. D'habitude, c'est plutôt Marx, Engels ou Jaurès. Vous, c'est Rahan. Mais c'est ça qui est drôle. C'est que si vous voulez, l'apport théorique de la gauche, de Engels, de Marx, de Jaurès, de ce que vous voulez, il vient après. Il vient quand vous avez une certaine maturité intellectuelle. Mais quand vous êtes enfant, le premier rapport, il était en l'occurrence avec Rahan, le fils des âges farouches, qui était une sorte de personnage incroyable, un héros viril. Alors imaginez Madame Rousseau, elle fera une syncope, mais un héros viril qui libérait les peuples de l'oppression de la religion. On voit bien derrière l'histoire de la religion, opium du peuple, etc. Oui, donc c'était aussi un véhicule idéologique, Rahan. Alors justement, c'est assez intéressant parce que vous venez d'une famille de gauche et vous alliez même aux réunions de la CNT. Les Confédération nationale du travail. Les anarchistes, j'allais le dire, avec votre père, avec qui vous faisiez les marchés, parce que votre père était maraîcher. Vous étiez, vous le dites, d'Épeautrons-Minet à installer le stand au marché de Bègle. Absolument, ville communiste. Ville communiste, avant de devenir écologiste avec Noël Mamère. Et vous avez fréquenté tant le milieu anarchiste que le milieu du petit entrepreneuriat. Oui, ce qui est intéressant, c'est la dimension un peu autobiographique de cet essai, c'est de faire la généalogie de la gauche en passant par mon propre parcours. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai traversé toutes les strates de la gauche. J'en parle un peu après dans le livre, je me suis retrouvé à parler avec François Hollande dans son bureau. Oui. Alors vous imaginez bien qu'entre François Hollande dans son bureau et les marchés le samedi matin où moi j'ai grandi, moi avec mon père, on se levait effectivement d'Épeautrons-Minet. Alors en semaine, il me faisait sécher la classe. Et puis on allait sur son exploitation agricole qui était au sud de Bordeaux, près de Langon, pour ceux qui connaissent la Gironde. Oui. Et puis on allait travailler, on épandait les intrants, on travaillait à mettre ce qu'il fallait pour que les cultures poussent, on faisait la récolte au moment de l'été. Et donc on travaillait dur, très dur, surtout mon père d'ailleurs. Et puis le samedi matin, on vendait les légumes au marché. Et c'est là qu'il y avait un monsieur qui distribuait d'ailleurs l'Humanité Dimanche. Absolument. Marché communiste avec toujours cet ADN assez rouge, le marché de Bègle. Vous racontez même que votre père jette un militant de l'UMP, lui dit non mais t'as rien à foutre ici, etc. Et qu'après, ils deviennent potes. C'est ça qui est drôle, ouais. C'est une expérience marrante. C'était un monsieur, je me rappelle, peut-être qu'il nous écoute, qui vendait des chapeaux, qui était un homme plutôt de droite sur le marché, on savait, puis distribuait des tracts pour le candidat UMP à l'époque. Alors mon père, il le voit arriver au stand, il dit tu dégages de là, pas de ça chez moi, etc. Et un côté tolérant de mon père. Donc il l'a fichu dehors, et puis après un jour on a eu un problème, il nous manquait un parasol pour notre stand, et mon père est allé chercher ce monsieur qui en avait un, et il nous l'a gentiment prêté. Et de ça ils sont devenus amis. C'est pour montrer que finalement le sectarisme conduit pas à des endroits pas forcément très appréciables, et qu'il vaut mieux parler. Voilà. Oui, je pense qu'on sera tous d'accord que le sectarisme n'a jamais fait beaucoup avancer le débat politique. Je pense. Dès le début du livre, vous mettez les pieds dans le plat. Pour vous, les deux gauches irréconciliables, la gauche woke et la gauche social-démocrate, sont les deux faces d'une même pièce. Oui, elles ont toutes les deux le même problème. C'est-à-dire, je schématise la gauche Mélenchon-Rousseau et la gauche Hollande-Cazeneuve, on va dire ça comme ça. Absolument, vous avez raison de schématiser parce que c'est exactement ça. L'une et l'autre ont rompu avec deux concepts élémentaires de la gauche et de la France, le peuple et la nation. La gauche au pouvoir a fait sécession avec le peuple. François Mitterrand en 83 fait le tournant de la rigueur. Il dit vous m'avez élu pour des nationalisations, pour ceci, pour cela, pour l'égalité, pour le grand soir. Celui qui ne rompt pas avec le capitalisme, celui-là n'est pas socialiste, disait Mitterrand. Il le disait en 71 au congrès d'Épinay. En 71, congrès d'Épinay, et 10 ans plus tard, il fait le contraire. Plutôt 12 ans plus tard, en 83, il nomme Laurent Fabius un technocrate et il congédie Pierre Mauroy, qui lui n'en était pas un. La nomination de Fabius. Absolument. Après les européennes. Vous avez raison. Après les européennes et la défaite qui a eu lieu aux européennes et qui a vu d'ailleurs le Rassemblement national, l'ancêtre, le Front national monter. Bon, donc ça c'est une rupture avec le peuple. Et puis après ça s'en est suivi. Les privatisations sous Lionel Jospin, la loi travail sous François Hollande, la gauche social-démocrate au pouvoir a donné le sentiment à ses électeurs de les avoir trahis. Et puis la deuxième phase de la même pièce, vous en parliez, la gauche Rousseau-Mélenchon, elle a rompu avec la nation
pas qu'avec le peuple, avec la nation, en étant aujourd'hui dans une forme de rejet de la France. Et c'est ça qui est terrible, comme c'est un changement de paradigme total, parce que l'ADN de la gauche, c'est la nation. Jaurès parlait des génies nationaux et de l'autonomie des nations. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas tendre avec ce que vous appelez la gauche mai 68 et sa haine pour la France. Oui, je pense. En fait, ça, c'est si vous voulez, la genèse de la détestation de la France par une certaine gauche, c'est mai 68. On commence à substituer un certain nombre de combats historiques de la gauche, des combats sociaux, les grands combats ouvriers. À mesure que la France se désindustrialise, on va choisir un nouvel électorat. Et cet électorat, ce sera des cadres supérieurs, des étudiants, des bourgeois des centres-villes, auxquels on va s'assurer que leurs priorités sont bien identifiées par la gauche. Et leurs priorités, vous me voyez venir, ce sont les sujets sociétaux. Et c'est là que le grand bouleversement du social vers le sociétal commence à s'opérer. Et jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait quasiment un demi-siècle, ce mouvement ne s'est pas démenti. Et donc, nous payons les pots cassés de cela. La gauche représentait près d'un électeur sur deux au moment du programme commun, 40 et quelques pourcents. Aujourd'hui, regardez la NUPES tout mouillé, c'est 25% de l'électorat, un peu plus. Donc, à un moment donné, il y a la moitié de l'électorat de gauche qui est parti, ou en abstention, ou chez Madame Le Pen, mais qui n'est plus là. Ben, c'est à eux qu'il faut parler. Justement, vous parlez de la gauche prolo et de la gauche Saint-Germain-des-Prés, parce que vous avez grandi à Bordeaux, mais vous avez une partie de votre famille qui est originaire de Paris 12e. Absolument. C'est quoi? C'était déjà irréconciliable ces deux gauches, Saint-Germain-des-Prés et la gauche des prolos? Je critique dans mon livre effectivement la gauche Saint-Germain-des-Prés, la gauche germano-pratine, qui effectivement, depuis un certain nombre de cafés philosophiques prestigieux, ont donné des leçons de gauche au bon peuple. Et le mépris de classe est aussi consubstantiel de la néo-gauche, c'est-à-dire que la nouvelle gauche, finalement, on l'a bien vu dans l'épisode des Gilets jaunes, vous voyez, il y a eu au début une sorte de revers de la main, de dire attendez, ces gens-là sont des rouges bruns, c'est une foule haineuse, etc. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est assez bien fondu dans cette diabolisation. Et la gauche a confirmé cette sécession avec le peuple. À ce moment-là, j'ai trouvé ce moment très, très, très révélateur de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Par conséquent, il suffit de regarder les électeurs des écolos, où les écolos font leur meilleur score. Dans les grandes villes, à Grenoble, à Bordeaux, Lyon. À Lyon avec Monsieur Doucet, etc., etc. Et donc aujourd'hui, il est terrible de se dire que les bobos à trottinette intéressent plus la gauche que les braves gens qui vivent dans les territoires, qui parfois ont des éoliennes à côté de chez eux alors qu'ils n'en veulent pas, qui se plaignent de leur quotidien, de l'inflation, du prix du carburant. Ça, c'est pas vraiment des sujets pour une partie de la néo-gauche. Et moi, je m'en désole. Il y a beaucoup d'émotions dans votre livre. Je vous le dis, c'est pas un livre que politique. Non. Je ne sais jamais si c'est une citation de Confucius ou de Lao Tzu. L'enfance, c'est le point d'eau. On y revient toujours. Et vous parlez de votre enfance et votre famille, c'est un peu l'union de Gaulle, Parti communiste français. Oui. C'est ça, on a l'impression d'être au CNR en 1946. Mais ça, c'est assez marrant. Et je me sers de cet exemple familial, parce que j'essaie de me dévoiler un peu dans ce livre aussi, pour alimenter une des thèses du livre, qui est qu'entre la bourgeoisie patriote, gaulliste, et même qui n'était pas forcément des bourgeois, d'ailleurs, entre le gaullisme social et la gauche patriote, populaire, enracinée, il y a des jonctions. Et qu'en fait, le capitalisme mondialisé, dans les années 80, a eu à cœur de rompre avec ces deux traditions. La tradition du gaullisme social d'une part, et la tradition de la gauche populaire d'autre part. Pourquoi? Parce que l'une comme l'autre empêche la marche du nouveau monde. Parce que l'une comme l'autre pense qu'il y a des choses qui dépassent l'individu lui-même, sont pour le collectif. Il y a une spiritualité athée à gauche, et il y a une spiritualité tout court chez une droite catholique, sociale, provinciale. Et effectivement, le capitalisme mondialisé, pour se débarrasser de ces deux faces de la France, puisque c'est la France, ont eu à cœur de rompre avec tout cela. Et aujourd'hui, le macronisme en est une espèce de version paroxystique. Dans votre livre, vous parlez des vacances sous la tente, à la limite du Lot et de l'Aveyron. C'est ça. Vous parlez de ces vacances, vous me passerez l'expression, c'est pas du tout négatif dans ma bouche, un peu de prolo. Et vous dites, et j'ai horreur de ceux qui appellent la France la République. Ah oui, ça c'est terrible. Je cherchais le passage, parce qu'il y a un passage 4-5 lignes. Vous dites, moi quand j'allais en vacances, je regardais les paysages, de la France, pas de la République. Ah oui, vous trouverez pas plus républicain que moi. Mais enfin, il est vrai que lorsque vous regardez la chaîne des Pyrénées, je sais que vous êtes originaire de cette magnifique région, on regarde les Pyrénées, mais c'est extraordinaire. Quand on regarde le col du Somport, le Tourmalet, quand on regarde le Vignemale, on se dit pas, tiens... Surtout le Tourmalet, ça c'est ma vallée. Le Tourmalet, c'est pas mal. Bon, moi je l'ai fait à vélo. Alors, vous regardez ça, vous dites pas, oh, est-ce que c'est joli la République ce matin, il fait beau en République. Vous dites, c'est beau la France. Alors, il faudrait que la gauche arrête d'avoir ce tabou de dire la France. Non, on peut aimer la France, aimer son pays, être patriote et pour autant être farouchement attaché à la République. Mais discrètement, la gauche a effacé le mot France pour dire seulement République. Non, moi je dis la France. Mais est-ce que c'est pas parce qu'une certaine gauche dit que pour eux la France, même François Hollande, qui est pas un extrême gauchiste, c'est le moins qu'on puisse dire,
dit grosso modo qu'avant le 14 juillet 1789, il se passe rien, quoi. Grosso modo. Vous avez raison. Alors là, il faut repartir, il faut faire de l'histoire. C'est Oui. exactement ça. C'est-à-dire que vous écoutez attentivement Jean-Luc Mélenchon et ses sbires, ils vous expliquent tous, les uns après les autres, que la France démarre avec Robespierre. Et ce qui se passe avant, l'Ancien Régime, ça n'existe pas. C'est là que la sagesse gaulliste nous éclaire, parce que dans la Ve République, De Gaulle a eu à cœur de réconcilier l'inconscient collectif de l'Ancien Régime, la passion pour le sacré, la sacralité, et dans le même temps, la passion révolutionnaire. Et je pense que comprendre la France, c'est comprendre ces deux dimensions. C'est pas un peu ce que disait celui qui n'a pas compris le couronnement de Reims et la fête de la Fédération? C'était Bloch qui disait ça. C'est le mélange de la droite et de la gauche. Absolument. C'est pas ça finalement? Mais si, et je reprendrai une citation de De Gaulle. Vous savez, De Gaulle avait eu ces mots un peu célèbres. Il avait dit, c'est pas, je vais pas vous faire avec l'accent, mais c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite non plus. Et il avait détaillé. Et effectivement, la gauche, la France porte en elle une part de gauche, une passion pour certains progrès, pour la transformation, et elle porte en elle la droite, c'est-à-dire une passion pour la tradition, pour la culture française. Et c'est dans la conciliation des deux qu'on fait la France. Vous parlez de votre ville Bordeaux, que je connais plutôt pas mal. Vous parlez des bobos qui ont chassé les prolos et où Mélenchon a fait 40% à la présidentielle et Jadot 10. Un changement sociétal, les riches en ville, les pauvres dehors, ou ce que vous dites, parce que vous parlez d'une scène dans une scène de supermarché hard discount, on peut la citer, allez tant pis, Lidl, il n'y a pas de problème. Vous avez les bobos qui achètent le quinoa et qui sont à côté des gens issus de l'immigration, qui ont du mal à vivre et à boucler les fins de mois. C'est très intéressant, c'est une forme de grand remplacement social, si vous voulez, si vous me passez l'expression. Moi, j'ai grandi dans un quartier, effectivement, ceux qui connaissent Bordeaux, à côté de la gare Saint-Jean, qui, comme beaucoup de quartiers de gare, n'était pas un quartier très bien famé, et qui était un quartier populaire, disons. Oui. Et quand j'étais petit, il y avait effectivement des épouses de retraités de la SNCF, qui étaient veuves, malheureusement pour beaucoup d'entre elles. Il y avait des petites maisons qui étaient assez modestes, et c'était une forme de classe moyenne moins ou de prolétariat qui vivait là. Et puis progressivement, j'ai toujours ma maman qui vit dans ce quartier, lorsque je vais lui rendre visite, je vois un nouveau Bordeaux. Ces échoppes, ces petites maisons, elles ont pris 80% de leur valeur immobilière. Vous voyez des trottinettes et des vélos partout, des bacs à fleurs avec des mauvaises herbes en bois qui jonchent les trottoirs. Et il y a ces nouveaux habitants. Et je me moque un peu d'eux, j'en fais une espèce de satire dans mon livre. J'évoque, vous savez, ces bobos juchés sur leur vélo cargo qui vous toisent d'un air de dire, toi, espèce de pollueur en puissance qui se promène en voiture, tu as pas honte, etc. Et donc, ils sont dans une forme de moralisation de tout et de tout le monde. Et dans le même temps, effectivement, se rencontrent deux personnes, deux groupes sociaux très différents, puisque quand vous allez dans ce leader hard discount, vous tombez sur des pauvres gens, souvent issus de l'immigration, qui n'achètent pas du tout les mêmes choses. Et donc, c'est une société fracturée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre premier leader politique emblématique, c'est Mélenchon, que vous allez même voir en meeting à la Médoquine. C'est une salle de spectacle que connaissent bien les Bordelais, mais qui n'existe plus d'ailleurs. Qui n'existe plus, qui a été détruite. Et effectivement, j'étais allé voir avec un de mes copains de lycée Mélenchon. Voilà. Le Mélenchon. C'est au début des années 2010. C'est ça. Oui, j'étais au lycée, j'ai eu mon bac en 2012. On était allé voir Mélenchon parce que j'avais une espèce de fascination pour sa faconde, pour sa campagne. Il a fait une très bonne campagne en 2012. Ses qualités tribuniciennes, absolument. C'est un homme qui était pétri de culture. Il déclarait à l'époque que les femmes qui se voilaient s'auto-stigmatisaient. Imaginez le Mélenchon d'aujourd'hui redire la même chose. Il se dédierait évidemment à n'en pas douter. Donc, ce Mélenchon-là me paraissait laïque, me paraissait républicain, me paraissait soucieux du sort des pauvres gens et me paraissait authentiquement de gauche. Donc, j'avais suivi ça. Mais j'ai même fait la une de l'Humanité dimanche avec mon copain Maxime. On était tous les deux avec nos drapeaux en manif, au premier rang face à Mélenchon, qui était venu nous saluer très gentiment, d'ailleurs, de façon très courtoise. Donc, j'aimais Mélenchon. C'est pour ça que j'appelle ce chapitre Mélenchon mon idole. C'est ça. L'histoire me montre qu'il a... Le Mélenchon de 2023, c'est plus le même. Ne me plaît plus du tout. Et je pense que, alors je me suis beaucoup posé la question dans ce livre de savoir, est-ce qu'il a fait ce grand braquet vers l'islamo-gauchisme contraint et forcé par sa base électorale? Est-ce qu'il l'a fait par cynisme électoral? Est-ce qu'il l'a fait parce que son entourage de jeunes gens, souvent issus des grandes villes et des beaux quartiers, l'ont influencé sur la voie du décolonialisme, etc. Je vais être franc avec vous, je n'ai pas la réponse. Donc je fais des hypothèses dans le livre, mais toujours est-il qu'il a trahi une bonne partie des idéaux qui ont fait que beaucoup de gens l'ont apprécié il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années. À cette époque-là, c'est 2012 à peu près, vous êtes socialiste? Et pas encore. Pas encore, mais vous êtes de gauche déjà. Gauche. Et vous n'êtes pas franchement enthousiasmé par l'élection de François Hollande?
Non, parce que à l'époque, j'y croyais pas, en fait, pour tout vous dire. Quand il nous dit, mon ennemi, c'est la finance, vous vous souvenez de ce grand meeting, etc. Au Bourget. Il renvoyait d'ailleurs un peu la balle à Jean-Luc Mélenchon, qui avait un discours très, très social, etc. Puis après, ça s'est effrité. Il est allé à la City, il a dit, I am not dangerous, je suis pas dangereux. Oui. Bon, j'ai tout de suite senti... With an excellent English accent. With an excellent English accent, definitely, my dear Philippe. Et donc, si vous voulez, on peut être souverainiste et bien parler anglais. Oui. Et donc, il est parti à la City prêter allégeance. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Ça va être un président qui va trahir, comme l'ont été avant lui les autres socialistes qui sont arrivés au pouvoir. Et puis j'ai eu envie d'y croire. Il était élu après tout. Et donc de l'UNEF, j'ai été adhérent du Parti socialiste, comme c'était l'usage à l'époque. Et puis progressivement, j'ai un peu travaillé à tout ça. J'ai regardé de l'intérieur comment ça se passait au parti, et j'ai eu une profonde déception par les instances du Parti socialiste. À l'époque, le Parti socialiste était très puissant. On avait gagné les 7 élections. Oui. Et quand j'étais au Parti socialiste, je me suis aperçu qu'on ne parlait pas des concepts, des idées, des théories. Moi, j'étais bercé d'illusions. Je pense que j'étais un peu candide. Je m'imaginais qu'on allait parler de politique, de l'avenir du pays, et ça. Pas du tout. On parlait des élections. On parlait des élections. Alors voilà, pour se faire réélire, il faut faire comme ci, comme ça. Là, monsieur Melun, vous avez une pile de tracts, vous allez la distribuer, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Etc., etc. J'ai ressenti la puissance des apparatchiks sur le parti. Et c'est là que j'ai eu un parfum de déclin du Parti socialiste. Vous en parlez, c'est pas ce qui a tué le PS, c'est que c'est un parti qui est devenu un parti techno. Voilà, mais comme LR. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. LR et le Parti socialiste vont dans le mur depuis maintenant 15 ou 20 ans, même s'il y a eu des soubresauts avec des élections comme celle de Sarkozy ou d'Hollande. Mais aujourd'hui, moi, je prends le pari que c'est terminé. Parce que les gens, y compris les militants, sont lassés de la prise de pouvoir des apparatchiks. Moi, j'ai un profond respect pour les militants socialistes, aujourd'hui encore d'ailleurs, mais les chefs socialistes à Paris, il n'y en a plus beaucoup, vous avez raison, malheureusement, mais parce qu'ils sont partis. Les gens, ils ont fait comme moi, ils ont dit, bon attendez, ça va les gars, vous nous faites distribuer des tracts tous les 5 ans, et puis après vous nous écoutez pas pendant 5 ans, vous nous mettez Olivier Faure, etc., qui nous impose une alliance contre nature avec Mélenchon, on s'en va. Et donc, c'est à eux aussi que je veux parler à travers ce livre. Justement, vous écrivez que quand Mélenchon part se présenter à Hénin-Beaumont, où il va être défait, je vous cite, « Je ne savais pas encore à cette époque que la gauche avait déjà perdu le petit peuple de France, les fiefs industriels et la ruralité. Elle les a perdus, ça c'est incontestable. Oui. Est-ce qu'elle peut les reconquérir, la gauche ? Elle en fera la reconquête à une seule condition. Si elle reparle, je reviens à nos discussions tout à l'heure, au peuple et à la nation, et qu'elle reparle de nation. Regardez ce qui se passe au Danemark. Les sociodémocrates danois, ils font des scores très bons. Madame Frederiksen, elle gagne au Danemark. Pourquoi elle gagne ? Parce qu'elle parle d'immigration, parce qu'elle parle de la nation, parce qu'elle fait les demandes d'asile dans les consulats étrangers, parce que on peut avoir une politique humaniste et généreuse envers les personnes bénéficiaires du droit d'asile, et dans le même temps avoir une politique ferme sur l'immigration économique. Parce qu'on peut ne pas se soumettre à la finance mondialisée et avoir une réflexion pour un patriotisme économique français. C'était Arnaud Montebourg qui parlait du produire en France. Il avait raison. Il était avant-gardiste de ce point de vue-là. Donc, si on met en place un certain nombre de politiques visant à renforcer notre nation, à renforcer la souveraineté populaire, je pense qu'on peut en refaire la reconquête. Mais malheureusement, et je le déplore dans ce livre, c'est pas l'idéologie qui préside au sein de la NUPES, d'évidence. Donc, si la gauche reste confisquée par la NUPES et par des sociodémocrates qui pensent à réhabiliter le bilan de François Hollande, effectivement, la gauche, elle est dans de beaux draps, oui. Vous êtes souverainiste et de gauche. Oui. Est-ce compatible ? Vous avez 4 heures. Oh là, vous êtes dur aujourd'hui, Philippe. Non, il reste 4 minutes en fait. Il reste 4 minutes. Bon, alors en moins de temps que ça, oui, effectivement, je pense même que lorsqu'on fait le travail de généalogie de la gauche que je fais dans ce bouquin sur le socialisme municipal, sur les écrits de Jaurès, sur tous les pères fondateurs du socialisme, le recours à la patrie, à la nation, il est partout. Il est partout. Et donc, j'ai pris quelques morceaux choisis dans le livre, quelques citations. J'en prends qu'une seule, c'est sur effectivement l'autonomie des nations et les génies nationaux de Jaurès. Oui. Et tout ça est évident. Le rapport à la patrie républicaine, à la fin du 19e siècle, l'assimilation, sont des éléments des tutélaires, des figures emblématiques de l'histoire de la gauche. Et effectivement, la grande compatibilité, c'est entre la défense de la souveraineté nationale et la gauche. Maintenant, effectivement, il ne faut pas confondre souveraineté nationale avec une sorte de nationalisme obtus. C'est pas du tout ça dont il est question. Il s'agit de l'internationalisme, c'est-à-dire l'amitié entre les peuples et les nations, mais chaque nation a son autonomie, sa singularité culturelle, etc., etc. Il y a 3 blessures chez les souverainistes. Il y a Maastricht 95, 92. Il y a la victoire de 2005. Terrible. Et
le traité de Lisbonne 2008. Sarkozy. Est-ce que vous croyez à l'union des républicains ou des souverainistes des deux rives dont on parle comme une chimère depuis 1992, ça fait 31 ans? Absolument, et depuis Jean-Pierre Chevènement a essayé, d'autres ont essayé, voilà. Moi je suis un authentique chevènementiste, donc j'y crois toujours. Je crois, et c'est une des thèses de ce livre, qu'il y a des jonctions très importantes entre des gaullistes sociaux et des souverainistes de gauche, de la gauche patriote. Maintenant, il faut probablement on revient mettre de à votre côté... enfance, le mariage gaulliste-communiste. Absolument, mais alors là ce serait un mariage platonique, mais un mariage quand même. Je ne sais pas s'il sera consommé. Mariage non consommé, on va dire. mais effectivement, moi, je veux bien jouer les entremetteurs pour ce mariage. Je pense que c'est très important, parce qu'en fait, là, on se bat pour plus grand que la gauche ou que la droite. Qu'on ait des racines issues de la droite ou issues de la gauche, peu importe, en fait. Au fond, ce qu'on veut, c'est la France. Et c'est ça le grand message du gaullisme. C'est pour ça que je suis aussi gaulliste et de gauche. Et je pense que c'était un des écueils de la campagne d'Éric Zemmour, de ne parler que de l'union des droites. L'union des droites en sautant sur la table comme un cabri, comme disait le général de Gaulle pour l'Europe. Oui. Pour l'Europe. Bon, mais c'était une erreur fondamentale et il l'a payé d'ailleurs assez cher. Là où les stratégies d'union des souverainistes, à mon avis, seraient beaucoup plus productrices. Il nous reste un tout petit peu plus d'une minute. Est-ce que finalement le vrai clivage pour vous, qui êtes un homme de gauche, c'est encore gauche-droite ou souveraineté, mondialisation, pardon? Ben, moi je pense que c'est des clivages qui se superposent. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une appartenance de gauche ou de droite avec un fond intellectuel, historique. Vous savez, quand je parle à mes amis qui sont catholiques, de droite, assez nationales, par rapport à moi, je vous avertis, on parle de spiritualité, on parle de plein de choses, on n'est pas d'accord. Moi, je suis pour le mariage pour tous, je suis contre la peine de mort. Il y a 1000 sujets sur lesquels, voilà, il y a plein de choses qui, idéologiquement, intellectuellement, certains considèrent que l'homme est un loup pour l'homme, d'autres non. Moi, je suis plutôt rousseauiste. Vous voyez, mais ce sont des querelles plutôt bienheureuses, au fond, parce que il y a plus important, c'est la France. Et moi, je pense qu'il faut d'abord se battre pour elle. Nous constatons, et nous sommes malheureusement nombreux à le faire, et moi j'ai pas de langue de bois là-dessus, à constater le déclin de ce pays. Il faut le redresser de toutes nos forces, comme ça a été fait par le général de Gaulle en 58, comme ça a été fait avant par d'autres avant lui. Et je pense que cet impératif-là doit nous unir et pas nous diviser. Merci beaucoup Paul Melun, auteur de cet excellent livre Libérer la gauche, la confession d'un enfant du peuple, publié aux éditions du Cerf. Vous aimez l'humour? Ah, j'adore. Parce que là, maintenant, on va passer 1 heure d'humour dans la culture, dans tous ses états. Peut-on encore rire de tout? Et croyez-moi, on se pose certaines questions vu l'actualité et on va en débattre avec Evelyne Dress, actrice, Alexandre Pell, acteur et auteur, et Régis Maillot, humoriste également. Excellent. Et on va passer des extraits. Vous avez de bons invités. Ah oui, comme toujours, hein, sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.